Les exemptions de taxes touchent les petites entreprises gagnant moins de 20 000 yuan, ou environ 3 300 $ par mois. D'après ce plan, près de 6 millions d'entreprises devraient économiser 30 milliards de yuan par an. Xu Yifei est un des bénéficiaires. Son entreprise crée des logiciels d'éveil pour enfants. Elle a été montée récemment et est une des plus petites des micro-entreprises de cette catégorie. Un afflux constant de liquidités lui est nécessaire pour garder la dette hors de l'eau. Avant aujourd'hui, nous payons au moins 3 à 6% de TVA ou de taxes professionnelles. Ce sont des dépenses fiscales d'environ 600 à 1200 yuan. Cependant, à partir d'aujourd'hui, nous ne devons plus payer ce genre de taxes. Nous pouvons utiliser l'argent supplémentaire pour améliorer les vies des membres de notre équipe et embaucher un stagiaire. Selon Xu, la décision va soulager les start-ups en mal de liquidité, mais cela ne va pas assez loin. Comme beaucoup d'autres, Xu pense que le plafond de 20 000 yuan de vente mensuelle est trop bas. Dans une entreprise de 10 personnes comme la nôtre, nos dépenses ont de loin dépassé cette limite. Calculé sur la base du salaire minimum de 2 800 à 3 000 yuan, notre coût salarial est déjà plus élevé que 20 000. Cela signifie que nous pouvons seulement bénéficier des exemptions de taxes quand nous réalisons des pertes. Donc j'espère vraiment que l'on puisse augmenter le plafond afin que nous ayons le droit aux avantages fiscaux et au seuil de rentabilité. Ou peut-être que d'autres villes et zones peuvent avoir un seuil différent. La politique fiscale actuelle ne fait que commencer. Le gouvernement travaille sur un plan de long terme dans le but de dynamiser l'économie. Le vrai défi repose désormais dans la mise en œuvre, alors que la croissance des revenus fiscaux du gouvernement dans Déverser dans le caniveau l'un des ingrédients indispensables pour une fête réussie, la démarche peut surprendre. Ici, le geste est militant. En s'attaquant à la vodka, ces homosexuels californiens dénoncent les lois anti-gays pratiquées en Russie. Le monde ne peut pas tolérer ces violations des droits de l'homme, notamment de la part d'un grand pays puissant comme la Russie. Donc, nous faisons ce que nous pouvons et nous espérons que ça se traduira par plus de mobilisation à travers le monde, surtout avec les Jeux Olympiques en Russie l'année prochaine. En Russie, les manifestations de défense des droits des homosexuels débutent ainsi, dans une ambiance plutôt bon enfant, et en général, elles se terminent de cette manière. En juin, le Parlement russe a adopté une loi très controversée. Tout acte de propagande homosexuelle devant mineurs est désormais puni par de lourdes amendes. L'écrivain américain Dan Savage a lancé la semaine dernière un appel au boycott de la vodka russe, un mouvement qui a gagné plusieurs clubs aux États-Unis, au Canada ou comme ici en Angleterre. On ne peut pas être gay en Russie. Cela conduit à des violences. On parle même de cas de torture sur des lesbiennes notamment. Ce que vit la communauté homosexuelle là-bas est horrible et nous avons pensé qu'il fallait faire quelque chose. Peu après le début de cette opération, la principale marque russe de vodka a condamné le gouvernement de son pays dans 2 lettres ouvertes. Son patron a assuré être un fervent allié de la communauté gay dont il dit soutenir la cause. Depuis leur apparition, les OGM font peur. Leur consommation comporterait des risques pour la santé. L'an dernier, 2 chercheurs de l'université de Caen tirent la sonnette d'alarme. Après avoir analysé 200 rats nourris au maïs transgénique, ils constatent que les OGM provoquent des tumeurs plus grosses que des balles de ping-pong chez cet animal. Évidemment, le premier danger des OGM aujourd'hui est celui des pesticides qu'ils contiennent en nombre et qui n'ont jamais été testés à long terme sur la santé humaine, mais qui ont été testés sur la santé de l'animal et qui créent tumeurs et maladies chroniques des foies et des reins. Mais par contre, ça n'exclut pas qu'il y ait des effets inattendus des OGM dus à la transformation génétique. C'est ce que nous avons observé aussi dans notre étude. Ces images de rats avec des tumeurs qui atteignent parfois jusqu'à 25% de leur poids inquiètent et posent la question du risque encouru par les hommes. Aujourd'hui, les OGM sont des plantes à pesticides et peuvent provoquer toutes sortes de tumeurs, mais surtout des tumeurs mammaires, comme des cancers du sein, on dirait, chez la femme, et puis des maladies au niveau des foies et des reins avec des inflammations chroniques et qui entraînent la mort chez l'animal.
Il y a un risque concret pour la vie de l'humain, c'est le risque de toutes ces pathologies chroniques qui empoisonnent absolument toutes les familles et qui ne sont pas attribuées ni à des virus, ni à des bactéries, ni à des maladies génétiques, mais qui sont des maladies de l'environnement avec tous les polluants, et les OGM y contribuent fortement. Information démentie par les experts pro-OGM qui pointent d'autres études n'ayant jamais révélé ces effets toxiques. Internet est partout. Les enfants les plus jeunes vont en ligne à l'aide de tablettes et de smartphones pour télécharger des applications et communiquer via les médias sociaux. C'est ce que Wang Zhuochong et son ami Ru Mingpu font généralement quand ils sont chez eux. Découvrons pourquoi ils sont si intéressés par Internet et passent tellement de temps le nez collé sur l'écran. Nous avons un forum chinois sur Internet. Chaque élève a un compte et nous y allons pour récupérer nos devoirs. Nous pouvons partager nos opinions sur ce que nous étudions. C'est plus pratique pour apprendre des choses. Nous pouvons également contacter nos amis qui sont loin avec les courriels et pouvons discuter avec eux. When did you start using the internet? About I was 4 to 5 years old. And you? Actually, the same as him, about 4 years old. Les recherches montrent que les enfants commencent à utiliser Internet dès le plus jeune âge. Selon un rapport sur le mode de vie des enfants chinois, la moitié des enfants âgés de 4 à 6 ans dans les zones urbaines de Chine savent utiliser Internet. L'étude montre également que 93,2% des 13 à 16 ans a utilisé Internet. Internet fournit beaucoup d'informations à nos enfants. Mais bien sûr, il existe des risques potentiels. En tant que parents, nous sommes inquiets. Si notre enfant passe tellement de temps sur Internet, il peut abîmer ses yeux. De plus, les recherches sont peu nombreuses sur l'impact d'une utilisation massive des nouvelles technologies sur le développement social, émotionnel et cognitif des enfants. Internet change la vie de nos enfants. Les occasions qu'il offre doivent être maximisées et les risques minimisés. Alors seulement, nous pourrons garantir que nos enfants ont l'enfance qu'ils méritent. Le secret des grandes tablées, c'est sans doute la motivation des bénévoles. Chaque année, ils sont près de 200 pour préparer l'énorme banquet Tu veux redescendre par où? Le long de... qui servira désormais de modèle. Ouais, impeccable. Quand on est court, il faut s'organiser. C'est bien, on montre l'exemple. C'est très bien. On est des exemples. On est des exemples. Exactement, c'est ça. C'est minime, hein, 11 €. Les gens, ils font une petite soirée pour ça, sympa, pour pas grand-chose, quoi. Et ils emmènent leur verre, ça, c'est important. C'est le plus grand restaurant du monde. À part en Chine, ils sont peut-être plus forts que nous, mais pas là. Hein. Bon, et on permet de déguster tous les bons vins du coin. À chaque vendange, tous les vignerons de l'appellation donnent un peu de leur récolte pour faire une cuvée spéciale offerte à l'occasion des grandes tablées. Ah, celui-là est excellent. C'est le meilleur ou pas? Ah bah, il est très bien partout, c'est bizarre ça. Bon, au départ, on est venu à 2 ou 3, et puis après, bon, on invite les amis qui n'habitent pas à Saumur. Et ça leur fait découvrir la région et le vin. Résultat, en 13 ans, le nombre de visiteurs est passé de 1000 à 10 000 et il faut servir en 2 jours 6 000 entrées, plats, fromages et desserts, rien que des produits du terroir. Il y a un sacré brassage, c'est une petite ville, Saumur, donc c'est génial une manifestation comme ça pour la ville. À la nuit tombée, la musique prend le relais et les convives se mettent à bouger. Tel est le modèle des grandes tablées. Il peut désormais être multiplié dans tout le pays. Cette collection est comme un livre d'histoire. Immortalisé sur la canette, le roi Édouard VII et la reine Alexandra. Une autre avec le roi George V, avec les mots « Notre prince marin ». Ces dignitaires font partie de la collection impressionnante de boîtes de métal. Elle en a rassemblé 56 800. Il y a pas mal de boîtes que j'ai également sur la famille royale anglaise, sur la famille néerlandaise. Nous en avons quelquefois du tsar. Donc je pense que ce n'était pas exclusivement pour la Belgique, loin de là. Mais en Belgique, les chocolatiers, les biscuitiers se sont appliqués, je dois dire, à reproduire l'image de la famille royale. Parmi les têtes couronnées, le roi de Belgique, Philippe et sa famille.
ou encore la vieille reine Wilhelmina des Pays-Bas. Elle a régné sur la Hollande pendant 58 ans, mais ce ne sont là que quelques exemples de ce que Madame Dardenne a rassemblé. Les autres sont présentés dans 5 bâtiments séparés à travers sa ferme. Mais Yvette veut faire partager sa passion et invite les amateurs à venir visiter sa collection. Je voulais voir mes boîtes, parce qu'il y a le collectionneur tiroir qui ne montre rien. Ben moi, c'est l'inverse. J'aime le partage et je trouve que la chose vit à travers du regard des autres. Donc, j'ai demandé, avec l'aide de mon mari, d'aménager les lieux comme ici, par exemple, pour voir des boîtes devant, derrière, à gauche, à droite, en haut, en bas, mais qu'on baigne dans la boîte. Cette Fana des boîtes de métal de 75 ans a commencé sa collection il y a 22 ans, alors qu'elle regardait de vieilles photos conservées dans une boîte en fer appartenant à sa tante. Sa tante a alors remarqué qu'Yvette aimait beaucoup cette boîte et la lui a offerte. À partir de là, elle a commencé sa collection. Les 56 800 boîtes représentent environ 7 boîtes acquises par jour pendant 20 ans. Et la collection ne fait que grandir. L'espace commence à manquer et Yvette espère qu'un musée pourra un jour les prendre. Si vous voulez voir cette impressionnante collection privée, il faut réserver à l'avance et l'entrée est de 50 €. Jouer avec l'art dans une douche d'ombre électronique. Cette œuvre interactive fait partie d'une exposition de la galerie Saatchi à Londres et offre aux visiteurs une expérience concrète de l'art moderne. Intitulée Rain Never Follows, l'exposition rassemble les œuvres d'artistes du monde entier à l'occasion des 20 ans de la marque Hugo Boss. Cette œuvre, intitulée Proximity Repulsion, a été créée par Felix Bonowski, un artiste allemand également expert en biotechnologie moléculaire. Une des grandes idées était d'offrir ces différentes sensations tactiles aux personnes qui touchent quelque chose qui n'est pas concrète. 2 autres artistes, les Italiens Marco Barotti et Marco Canevacci, ont décidé de créer une installation que vous pouvez réellement explorer en grimpant dedans. Intitulée Pulse of London, cette œuvre utilise une oreillette qui sent et amplifie les battements du cœur, les numérise et les rejoue dans un paysage immersif via les haut-parleurs de la sphère. Le Pulse of London est une installation très intime. Les gens y rentrent par eux-mêmes, ils s'assoient et ils commencent à écouter les battements de leur propre cœur. Le design interactif de l'artiste allemande Elisa Strozik est une œuvre innovante qui mélange tissu et bois. Cette sorte de couverture se veut le moyen d'explorer la valeur de notre sens du toucher, ainsi que la manière dont nous concevons les matériaux traditionnels de construction. Donc normalement, nous avons une surface en bois sur les tables, les portes, quelque chose d'assez lourd et de dur, mais j'ai trouvé une technique pour diviser le bois en petits morceaux et l'attacher ensuite à une base flexible. Le résultat est quelque chose d'hybride entre ces deux matériaux. Cette œuvre mesure l'activité cérébrale de son utilisateur, puis la reflète via un design architectural en mouvement. Ici, un robot défiant la gravité grave une toile d'araignée rouge sur le mur de la galerie, avec un seul crayon rouge. Cette œuvre allemande permet à l'utilisateur de créer un design sur l'écran en interagissant avec une caméra installée au-dessus. La variété et l'originalité des designs sont exactement ce que les organisateurs de l'exposition espéraient. Différentes idées et différentes conceptions, tous dans l'esprit Hugo Boss. Pendant que les mannequins défilent sur la musique des DJ Mister No et VJ Florian, Jean-Charles de Castelbajac dessine en direct. Un spectacle baptisé Fantôme. Mode, musique et art, c'est la combinaison magique pour cet artiste multidisciplinaire qui a habillé aussi bien Jean-Paul II que des rockstars, s'est plongé dans le design mobilier et industriel, a créé des costumes de comédie musicale, le tout en menant une carrière de plus de 40 ans dans la mode. J'ai touché à tout ce qui me plaisait, donc je n'avais pas cette voracité de créer pour tout, mais j'avais aussi cette voracité de changer le monde. Invité d'honneur du festival Mode et Design, Jean-Charles de Castelbajac parle de Montréal comme de sa Madeleine de Proust. Enfant, il s'est retrouvé un jour dans un camp de bûcherons près d'Ottawa, une expérience qui l'a marqué. Il y avait une chose qui me rassurait,
c'est que je dormais sous une couverture qui ressemblait à celle-ci, une couverture de la baie d'Hudson. Et je pense que dans mon processus créatif, ce voyage a été initiatique, puisque j'ai utilisé ces couleurs toute ma vie. La mode reste centrale dans l'univers de Jean-Charles de Castelbajac, même s'il la trouve parfois désincarnée et trop axée sur le profit et le marketing. J'aime la mode parce que c'est un outil de proximité et que ça donne le sourire aux gens et que ça donne quelque chose qui est de l'ordre de l'espérance. Le couturier est aussi un artiste, comme le montre cette exposition avec des dessins qu'il a accepté de présenter au public pour la première fois. L'occasion de regarder sa carrière dans un rétroviseur. Quant à l'avenir, pour Jean-Charles de Castelbajac, c'est d'être un formidable grand-père avec Balthazar, mon petit-fils, de continuer à avoir une relation magique avec mes fils. Enseigner également, transmettre son savoir aux jeunes et bien sûr, continuer de créer et de provoquer. Aujourd'hui, je ne suis plus dans la résistance, j'ai envie de devenir un virus, mais un virus de l'espérance. Cela fait 18 ans que toute la ville vit au rythme de Victor Hugo. Sur scène, l'ombre du romancier se promène sous les grands arbres de Montreuil. Je voulais déjeuner à Montreuil-sur-Mer. Montreuil-sur-Mer serait mieux nommé Montreuil-sur-Plaine. Le succès de cette représentation s'explique sans nul doute par l'implication de tous ses habitants. Petite visite tout d'abord en coulisses, à quelques minutes du spectacle. Je vais te faire un beau nœud parce que Christophe va pas être content. Dans les loges, Colette est plutôt habituée à sa salle de classe, mais ce soir, elle enfile le costume de la méchante Madame Thénardier. Je suis professeure d'anglais, donc il n'y a rien qui me prédestinait à ça. On a une espèce d'excitation, quoi. D'être tous ensemble, je crois que c'est ça le principal. Au total, 450 bénévoles participent à cette grande aventure humaine, dont Jacqueline, la responsable des accessoires. J'ai mis la brouette, c'est bon. Et on a 2 scies. Ça s'est transmis entre collègues. Les plus anciennes nous ont dit tu dois faire ça. Et même les enfants s'y mettent très bien. Ma petite fille a fait la scène du couvent. C'est très beau aussi. Toutes les scènes sont belles de toute façon. Pendant les représentations, c'est tout Montreuil-sur-Mer qui se met à l'heure de Victor Hugo. Un véritable festival qui prend place dans les rues et dans les commerces. Avec ma famille, on allait voir le spectacle tous les ans. Et donc, quand on est rentré dans cet établissement-là, ça m'a fait rappeler des souvenirs aussi, de revoir les photos et de continuer dans ce style-là. Victor Hugo serait certainement subjugué par le travail accompli autour de son œuvre. 2 heures de rêve, portées par ses habitants hors du commun. Je te parle tout bas, si loin de moi. Ajaccio l'attendait depuis 1983. Alors comme un cadeau après 30 années d'absence, c'est accompagné de l'ensemble instrumental de Corse que Sylvie Vartan a fait son retour sur l'île de Beauté. C'est vrai que quand on chante avec 40 musiciens, on chante différemment, les chansons sont orchestrées également différemment, elles vous portent ailleurs et j'essaye toujours de faire des choses nouvelles. Elle est très simple, très souriante et puis cette voix, cette présence, c'est vraiment, on est très honorés de chanter avec elle. Je sais qu'au seuil des amours éternels, il faut que je sois la plus belle pour elle. Même après 52 ans de carrière, les fans sont toujours là et l'émotion est restée intacte. J'ai des palpitations parce que je sais que je vais faire la fête, que je vais chanter pendant 2 heures. Sylvie Vartan revisite ses classiques mais chante aussi Brel ou Barbara, 2 heures de show et un public conquis. Super, super. J'adore Sylvie depuis 50 ans. Je crois que si elle revient dans 10 ans, on sera encore là. Si Dieu nous l'accorde. Voilà.